Fin du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Parmi les sujets discutés, le processus d'intégration au sein de l'Union et la crise malienne. 50 dossiers examinés, 105 accusés à la barre. La Cour d'appel, à l'issue de sa deuxième session ordinaire, a prononcé des verdicts allant de l'emprisonnement ferme à la peine capitale. Dernière mise en jambe des Aigles du Mali à Kabbalah avant dimanche. Les nôtres reçoivent l'Algérie à Ouagadougou. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2014. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi en session ordinaire. Le Conseil, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele, pour vous livrer son contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aïssata, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant prorogation du mandat des députés de la 4e législature de l'Assemblée nationale. Le mandat des députés arrive à expiration en août 2012. Cependant, les événements survenus les 21 et 22 mars 2012 ont contribué à rendre impossible l'organisation d'élections permettant de renouveler ce mandat avant expiration. Compte tenu de cette réalité, l'accord cadre du 6 avril 2012 a prévu l'organisation d'une transition politique devant conduire à des élections sur l'ensemble du territoire et l'adoption de certaines mesures législatives pour accompagner le processus de transition. L'adoption du projet de loi portant prorogation du mandat des députés s'inscrit dans ce cadre et participe au retour à la normalité constitutionnelle. Le mandat des députés de l'Assemblée nationale est prorogé pour toute la durée de la transition. 2. Un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Par le présent projet de loi, le gouvernement, conformément à l'article 74 de la Constitution, demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi dans la période comprise entre la clôture de la session ordinaire ouverte le 2 avril 2012 et l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2012. Cette autorisation concerne les mesures que le gouvernement devra prendre dans le but d'assurer l'exécution de son programme. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre du Commerce, des Mines et de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités d'application de la loi du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac. Dans le cadre de la lutte anti-tabac, le gouvernement a adopté en 2010 la loi relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac. Le présent projet de décret est adopté pour déterminer les modalités d'application de cette loi. Il précise et complète ces dispositions en ce qui concerne notamment les informations relatives aux produits du tabac, aux teneur en nicotine, en goudron et en monoxyde de carbone. Il exige l'information sanitaire des populations et les marquages sur les paquets. Il indique les lieux où des zones réservées aux fumeurs peuvent être aménagées et des normes que les dites zones doivent respecter. Il précise les formes de publicité, de parrainage et de promotion du tabac qui sont interdites. Sur le rapport du ministre de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Comité national de contrôle du tabac. Le Comité national du contrôle du tabac est un organe de concertation sur les politiques nationales de lutte contre la prévalence du tabagisme prévue par la loi du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac. Il a pour mission de veiller à l'application des textes en vigueur relatifs à l'importation, à la distribution, à la vente, à la publicité, à la promotion et à la consommation du tabac et des autres produits du tabac. Il suit l'évolution de la prévalence du tabagisme.
Il est également chargé de promouvoir l'information et la sensibilisation des populations sur les dangers du tabac et des autres produits du tabac. Le comité remet chaque année au gouvernement un rapport de ses activités. L'adoption du présent projet de décret a pour objet de fixer l'organisation et les modalités de fonctionnement de cet organe afin de lui permettre d'accomplir avec efficacité sa mission de contrôle. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Chargé de mission, colonel Abdoulaye Samake, inspecteur à l'inspection des armées et services, colonel Cheikh Abdel Kader Keita et colonel Moussa Sidibé. Directeur adjoint de la sécurité militaire, colonel Bekay Samake, au titre du ministère de la Justice. Conseiller à la section judiciaire de la Cour suprême, Boubacar Diko, magistrat. Wafi Ougadei, magistrat. Mamadou Ouattara, magistrat. Conseiller à la section des comptes de la Cour suprême, Moussa Keita, magistrat. Au titre du ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, directrice nationale de la promotion de la femme, Madame Fatoumata Keita, professeure. Au titre du ministère de la Communication, de la Poste et de Nouvelles Technologies, secrétaire général, Cheikh Oumar Maïga, journaliste, réalisateur, chef de cabinet, Madame Jacqueline Konaté, assistante ingénieure. Conseiller technique, Souaïbou Koulibaly, ingénieur informaticien, Mamadou Adi Traoré, ingénieur de construction civile. Seydou Baba Traoré, journaliste et réalisateur, Baba Konaté, ingénieur de télécommunications, Madame Maïga Fatoumata Sekou Diko, magistrat. Chargé des missions, Madame Bintou Kamara, expert comptable, Malé Damfaka, économiste, Alfousseni Sidibé, journaliste. Directeur des finances et du matériel, Nouhoum Diallo, inspecteur des finances. Au titre du ministère des Sports, secrétaire général, Seydou Dawa, inspecteur de la jeunesse et des sports, chef de cabinet, Gouro Sidi Ali Diallo, manager. Conseiller technique, Mourike Moussa Traoré, professeur, Sekou Touré, administrateur de l'action sociale, Madame Salamatou Maïga, administrateur de l'action sociale, Madame Si Fatoumata M. Babi, professeur. Chargé des missions, Abdoulaye Touré, sociologue, Moussa Boli, journaliste, Mamadou Baba Traoré, juriste. Directeur des finances et du matériel, Abdoul Karim Kone, inspecteur des services économiques, directeur national des sports et de l'éducation physique, Draman Koulibaly, inspecteur de la jeunesse et des sports. Essate Ibrahim. Merci Ibrahima Diombele. Nous poursuivons cette édition avec le 16e sommet hier à Lomé des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Les participants, face au soubresaut actuel que connaît le monde, ont décidé de développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources financières nécessaires pour le développement. D'autres mesures importantes ont été prises. Elles concernent le déficit céréalier de la campagne 2011-2012, la multiplication des attaques, la prolifération des armes ainsi que des actes terroristes. Le récit de nos envoyés spéciaux à Lomé Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. Consolider les acquis, accélérer les chantiers de l'intégration en cours et mobiliser de nouvelles ressources pour le développement, les chefs d'État et de gouvernement présents au 16e sommet de l'UEMOA mesurent l'urgence et l'ampleur des défis à relever au sein de leur espace commun. Pour y arriver, il faut d'abord une stabilité politique et c'est pour cela qu'ils ont encouragé tous les acteurs de la transition au Mali et en Guinée-Bissau de tout mettre en œuvre pour un retour rapide de la paix. La gestion du dossier sur la situation sécuritaire au sein de la sous-région attaque, prolifération des armes, actes terroristes, a été confiée à un comité de haut niveau présidé par le président Macky Sall du Sénégal. Pour relever le taux de croissance économique qui est seulement de 1% actuellement, le sommet a exhorté les organes et institutions de l'Union à identifier des actions pour la mobilisation des financements
en faveur du développement. Et pour assurer la sécurité alimentaire des personnes de façon permanente, la conférence a invité l'ensemble des États à conduire les actions idoines en vue de mobiliser des ressources et de lever les entraves à l'accélération de la mise en œuvre des projets identifiés dans le cadre du programme économique régional PR 2012-2016 et du programme spécial pour la sécurité alimentaire. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, il a été relevé des lenteurs dans la mise en œuvre de certaines réformes et c'est pour pallier ces lourdeurs que les chefs d'État ont décidé d'institutionnaliser une revue annuelle des réformes dans les États de l'Union. Enfin, soulignons que la conférence a décidé par acclamation de renouveler le mandat du président en exercice, Faure Gnassingbé. Cette 16e session s'est tenue dans un contexte difficile avec le Mali qui connaît des difficultés énormes et aussi la production céréalière qui a chuté dans la plupart des pays de la zone. Conséquence, le taux de croissance économique de l'UEMOA a fortement régressé de 4,5% en 2010 à seulement 1% en 2011. Mais en 2012, les experts tablent sur une reprise des performances économiques. Nos envois spéciaux. 16e session ordinaire de l'UEMOA qui a réuni 6 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement, dont celui du Mali, intervient à un moment où les indicateurs sont au rouge dans l'espace communautaire. L'Union gère toujours les conséquences de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le Mali et la Guinée-Bissau sont en crise. La production céréalière a chuté de 18% dans l'Union par rapport à la campagne précédente. Conséquence, une croissance économique fortement grippée. Le taux de croissance économique de l'Union a fortement régressé pour s'établir à 1% en 2011 contre 4,5% en 2010. Le taux d'inflation annuel moyen ressort à 3,9% en 2011 contre 1,4% l'année précédente. En 2012, les performances économiques devraient être au rendez-vous. Les experts tablent même sur une croissance de l'ordre de 6%. La reprise sera surtout portée par les progrès attendus dans les secteurs miniers et pétroliers, la poursuite des politiques macroéconomiques. À l'UEMOA, on ne parle plus seulement économie et croissance désormais. Le mandat de l'Union a évolué vers la gestion des questions de paix et de sécurité. Actualité oblige et le Mali est à la une. Le président en exercice de l'UEMOA ne mâche pas ses mots. La situation qui prévaut aujourd'hui au Mali interpelle ainsi notre sens du devoir et de solidarité à l'égard d'un État membre d'un pays frère en difficulté. L'indifférence ne peut pas être une option au regard des obstacles qui émaillent le processus de transition. La passivité n'est pas envisageable face au risque de partition qui menace le nord du pays avec en arrière-plan des relents d'intégrisme religieux. Notre union se doit d'être à l'avant-garde des initiatives qui sont prises à tous les niveaux pour résoudre la crise malienne. Autre question d'actualité qui préoccupe au sein de l'Union, c'est le fléau SIDA. Et l'invité de cette session était notre compatriote Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Selon lui, l'Afrique fait des progrès en matière de lutte anti-SIDA. 6 millions de personnes sont sous traitement contre seulement 50 000 malades en 2005. Il y a donc moins de décès. Les défis à relever avant 2015 devront porter sur la fin de la transmission mère-enfant et la réduction des dépendances. Le grand problème que nous avons et qui rend bien sûr ces succès très fragiles, c'est que la dépendance est énorme. 90% des malades qui se trouvent sous traitement aujourd'hui sont sous traitement grâce à des ressources, je dis bien, provenant du Fonds mondial ou du Fonds américain de lutte contre le sida. Et je crois que cela n'est pas pérennisable. Nous devons nécessairement faire en sorte qu'on puisse faire émerger des mécanismes nouveaux de mobilisation de ressources pour nous permettre de faire en sorte que ces personnes qui sont sous traitement puissent continuer à avoir accès au traitement. À Lomé, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA sont sortis de la session avec la conviction qu'il faut des actions complémentaires en vue d'accroître les investissements, appliquer les réformes communautaires adaptées et mobiliser d'autres ressources en faveur du développement. Avant Lomé, le Premier ministre était à Cotonou au Bénin où il a été reçu par le président Yahi Boni, président en exercice de l'Union africaine. Au menu des échanges, les modalités d'envoi d'une force africaine pour aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale.
Pour le moment, aucun calendrier n'est établi, mais les deux hommes sont unanimes qu'il faut accélérer les choses pour que les habitants du nord du Mali retrouvent la quiétude. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra à l'issue de son audience avec le président béninois Yahi Boni. Le président de l'Union africaine et moi-même avons parlé de trouver les voies et moyens pour très rapidement libérer le nord du Mali. Et les mots, surtout dont il faut se souvenir, ce sont les mots très rapidement. C'est-à-dire le temps presse. Avec chaque jour qui passe, les gens qui terrorisent nos populations s'implantent de plus en plus profondément et perturbent en fait la paix non seulement au nord du Mali, mais menacent toute la sous-région. Donc il faut qu'on fasse, qu'on prenne des mesures pour pouvoir régler ce problème le plus vite possible. Et nous avons discuté aujourd'hui surtout de la résolution au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le chapitre 7, pour autoriser l'usage de la force pour déloger, n'est-ce pas, les terroristes qui occupent le nord du Mali. Et comme vous le savez, lorsque le chapitre 7 est en question, ce sont les Nations Unies qui déterminent les pays qui sont en mesure de donner des forces. Et le Mali, avec les Nations Unies, choisit, n'est-ce pas, les pays qui peuvent participer à l'action. Ici à Bamako, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Au menu de la rencontre, la situation sécuritaire au nord de notre pays et l'aide humanitaire que l'Algérie s'apprête à envoyer pour soulager les populations déplacées. Nous vous proposons d'écouter Ayadi Nouridine à sa sortie d'audience. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Je suis venu annoncer à Monsieur le Premier ministre l'arrivée d'une aide humanitaire de l'Algérie. Vous vous souvenez que la dernière fois, il y a une quinzaine de jours, nous avions réceptionné un don important de 3000 tonnes de riz et j'avais à cette occasion annoncé l'arrivée d'une autre aide. Il s'agit d'une cargaison d'un avion cargo qui va amener des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires et du matériel de couchage. Un avion vient ici à Bamako, un autre ira aux populations déplacées se trouvant à Agadez et un troisième ira au Burkina Faso. Donc c'est la contribution constante de l'Algérie en vue de soulager les souffrances des populations de tous nos frères maliens se trouvant tant au Mali que dans les pays voisins. Ça c'est la première chose. Bien entendu, l'audience a donné lieu à un échange de points de vue sur la situation politique et la situation sécuritaire au nord du Mali et vous en conviendrez qu'il est tout à fait naturel que l'Algérie et le Mali puissent, comme ils l'ont toujours fait et dans toutes les circonstances, échanger leurs points de vue, se concerter et poursuivre, approfondir le dialogue. Et nous poursuivons cette édition avec ce communiqué émanant du ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies. Le ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies observe depuis un moment l'utilisation erronée du terme Nord Mali pour désigner le septentrion du pays. Cette région devrait s'appeler plutôt Nord du Mali ou le Nord malien. Suite aux événements survenus dans notre pays le 22 mars dernier, une crise profonde secoue la classe politique et même toute la société civile malienne. C'est pourquoi une mission de bon office pour le Front de sauvegarde du Mali a organisé un point de presse. Son objectif est de mettre les différents acteurs autour de la même table pour trouver des solutions à la crise. Le reportage de Adama Tangara. Face à la situation que notre pays traverse, et aux multiples clivages de notre société, il était devenu insoutenable de voir notre pays s'enfoncer dans la crise sans tenter d'organiser une sorte de sursaut.
sursaut pouvant créer les conditions d'une véritable médiation nationale pour sauver durablement le Mali. C'est pourquoi une mission de bons offices, dénommée Front de sauvegarde du Mali, a initié ce point de presse après avoir rencontré les chefs de partis représentés à l'Assemblée nationale, certains chefs de partis extraparlementaires et les leaders des coalitions constituées. Un appel à se mettre ensemble, se parler pour sauver le Mali. L'objectif que nous cherchons, qu'il y ait la décrispation, qu'il faut briser les glaces entre les partis politiques. Ça, c'est un. Si les gens se mettent autour de la table, une fois, deux fois, trois fois, ils vont finir par se parler. Des gens de tendances différentes se sont parlés. Et c'est la 4e fois qu'on se réunit. Ils se parlent. On peut être divergent sur deux ou trois points, mais il y a un minimum de points sur lesquels on peut s'entendre pour qu'on sauve le Mali. Que voulons-nous pour ce Mali? Il reste à espérer que cette initiative du Front de sauvegarde du Mali fera tache d'huile. Les travaux de la 2e session ordinaire de la Cour d'assises ont pris fin ce matin à Bamako. La Cour a examiné 50 dossiers qui concernent 105 accusés. Les condamnations vont de l'emprisonnement ferme à la peine capitale. La Cour a également procédé à des acquittements. Le compte rendu de Boubacar Sissoko. Cette première session ordinaire de la Cour d'assises de 2012 a démarré le 21 mars dernier. Elle a été caractérisée par une interruption due à la situation sociopolitique qu'a connue le Mali. Pendant cette session d'assises, 50 dossiers étaient inscrits au rôle et concernaient 105 accusés. Condamnation à la réclusion à temps, 14. Condamnation à l'emprisonnement avec sursis, 4. Condamnation par contumace, 15. Acquittement, 42. Action publique éteinte, une affaire. Peine de mort, 4. Renvoi à prochaine session, 5. Condamnation à l'amende, 40 000 francs. Condamnation aux dommages et intérêts, 10 645 400 francs CFA. Le barreau malien a apprécié la régularité des cours d'assises, ce qui participe au désengorgement des prisons. La Cour a eu à acquitter les innocents et à condamner les coupables, ce qui est tout à fait à son honneur. Et le barreau que je représente ici se réjouit des sessions fréquentes organisées par la Cour d'assises. Le constat général qui se dégage est que les infractions examinées et jugées ont été commises dans leur majorité par les jeunes. À cette occasion, j'invite la jeunesse, ainsi que toutes les filles et tous les fils de ce pays, à adhérer à nos valeurs sociétales fondées sur la sagesse et à diriger plutôt leurs efforts vers la solution de la crise du Nord. Cette régularité des sessions d'assises est une volonté politique. Elle permet aux justiciables de connaître un dénouement rapide de leurs affaires. La deuxième session ordinaire de la Cour d'assises siégeant à Bamako aura lieu courant juillet 2012. Sur un tout autre sujet, un vibrant hommage a été rendu ce matin à Mamadou Konaté. L'école qui porte son nom et ses élèves, ses partisans et sa famille ont tenu à rappeler aux Maliens le rôle que l'homme a joué et continue de jouer dans le devenir du Mali. Cela fait 56 ans que disparaissait cet éducateur chevronné, défenseur des opprimés. Le reportage de Nyanya Aliou Traoré. Il a créé cette école et a été le premier directeur de cette école, Mamadou Konaté. Moi, je veux devenir médecin, mais avoir un jour une réputation comme lui, j'en rêve. Tu connais Mamadou Konaté? Non. Mon père m'a bien parlé de lui. Mamadou Konaté, c'est un homme politique. Ils connaissent peu l'histoire de l'homme. Pourtant, il est l'un des pères de l'indépendance du Mali pour avoir participé à la création de l'USRDA. Il a été également député à l'Assemblée nationale française. Né en 1897 à Kati, Mamadou Konaté a tout au long de son parcours défendu les opprimés, milité pour l'émancipation des peuples africains et participé activement à l'abolition du travail forcé dans les colonies. Lui rendre hommage était plus que nécessaire. Mamadou Konaté, c'est l'icône de la sagesse, de l'humilité, du pardon, de la tolérance et de l'acte bien fait. Je dirais aux élèves de ressembler à l'homme. La famille Konaté souhaite que les générations futures prennent l'exemple sur l'illustre disparu. Son sens du devoir bien accompli, sa loyauté, et son engagement pour l'émancipation de son peuple. Et je pense que ces élèves qui sont l'avenir de demain
doivent s'inspirer de tout ce que Mamadou Konaté a pu faire. Message déjà reçu, dixit le chant des pionniers, Mamadou Konaté, nous suivrons ta voie. Dans la dignité, nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale est une des préoccupations essentielles de la Fédération de Russie. Tels sont les propos de l'ambassadeur de la République de Russie au Mali, propos tenus hier au cours de la journée de la langue russe. Cette journée commémore le bicentenaire de la naissance de Pouchkine, écrivain russe et combattant de la liberté. Abdrahman Mega. Introduite par la lecture des poèmes du célèbre écrivain russe Alexei Sergeyevich Pouchkine. La célébration de cette journée de la langue russe visait deux objectifs. Faire la promotion de la langue russe à travers les œuvres de Pouchkine et décerner une médaille de reconnaissance de la Fédération de la Russie à un de nos compatriotes. Il s'agit d'Abdrahman Silla, président d'une association pour la promotion de la langue russe au Mali. Ce cadre malien, après une formation de 10 ans en ex-URSS, a contribué par ses actions au raffermissement des relations de coopération et d'amitié entre le Mali et la République fédérale de la Russie. Nous avons la ferme conviction que le Mali et la Russie partagent d'énormes choses en commun. Et en aucun moment, nous ne l'avons pas perdu de vue. Et nous nous sommes complètement dédiés à ce rapprochement, à ce raffermissement des liens entre la Russie et le Mali. Nous y contribuons au quotidien. En organisant la présente journée, la représentation diplomatique russe au Mali voulait faire mieux connaître aux Maliens cet écrivain russe de classe exceptionnelle qui s'est toujours illustré par son combat pour la liberté. Pouchkine a vraiment apporté une contribution immense. C'est un Ispoline de la langue russe. C'est d'ailleurs un des pionniers et réformateurs de la langue russe moderne. La langue russe sans Pouchkine, c'est impensable même. C'est impensable. Comme on pouvait s'y attendre, actualité oblige. L'ambassadeur de la Russie au Mali a, au cours de cette rencontre, fait savoir que la recherche de solutions à la crise que traverse le Mali est une des préoccupations de son pays. Et d'ailleurs, la République fédérale de la Russie ambitionne appuyer le Mali pour recouvrer son intégrité territoriale et faire face à son développement. Actualité régionale à présent, en deuxième région, les travaux du Forum national de présentation du projet santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant au Mali ont débuté mardi à Koulikoro. Ce nouveau projet d'une durée de 3 ans est initié par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne pour une enveloppe financière de 3 500 000 $ du gouvernement canadien. Le projet couvrira les régions de Koulikoro et de Sikasso. Le compte rendu depuis Koulikoro de Koumba Sissé. Ce projet initié par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne sur financement du gouvernement canadien à hauteur de 3 500 000 $ couvre les régions de Koulikoro et Sikasso. D'une durée de 3 ans, ce nouveau projet s'inscrit en droite ligne de la feuille de route élaborée par le ministère de la Santé avec ses partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Tant que la maman est en bonne santé, donc toute la famille va bien et c'est la maladie au niveau de la mère et des nouveaux-nés des enfants, c'est une préoccupation de tous les ménages. Ce projet touchera 150 037 enfants de 0 à 5 ans, 197 580 femmes en âge de procréer, 130 agents du ministère de la Santé dans les centres de santé de référence et les centres secondaires, 224 agents de santé communautaire et 1120 volontaires de la Croix-Rouge malienne. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont organisé en mars 2009 un forum sur la santé communautaire qui a jeté les bases du document des soins essentiels dans la communauté, continuité de la stratégie nationale de survie de l'enfant dans les ménages et communautés. Notons que la Croix-Rouge malienne, auxiliaire des pouvoirs publics et organisme de bienfaisance, s'inscrit au quotidien à travers l'ensemble du territoire malien pour assister les populations les plus vulnérables. Ces interventions sont multiformes, ciblées dans divers secteurs tels que la santé, la nutrition, l'eau, hygiène, assainissement, la sécurité alimentaire.
La commune rurale de Kola, cercle de Bougouni, a célébré hier la 3e édition de la pêche collective de la mare, dénommée Blaba. Cette pêche traditionnelle permet de renforcer la cohésion sociale entre tous les fils du Bani Monotier. La fête est également un facteur d'intégration et de préservation des valeurs ancestrales du milieu. Envoyés spéciaux à Bougouni, Demba Moussa Konaté et Gaussou Touré. La 17e génération des descendants du père fondateur du Bani Monotier, Kola Djekan, vient de célébrer la 3e édition de la pêche traditionnelle de la mare Blaba de Kola. Située à quelques mètres du fleuve Baoulé à Bougouni, la mare Blaba de Kola, avec des mythes qui l'entourent, constitue une richesse culturelle. Pour cette 3e édition de la pêche collective du Blaba de Kola, une véritable marée humaine avait répondu à ces rendez-vous annuels. C'est un rappel par rapport à nos traditions, à la culture et à l'intégration sociale. Et l'autre raison, c'est un monde de jouvencel. Ça fait l'épanouissement de la jeunesse. Une jeunesse assise de vieilles personnes qui prodigue des conseils, qui rappellent aux jeunes qu'est-ce que leurs ancêtres avaient fait et les pratiques qu'ils doivent continuer pour l'éternité. Le Blaba de Kola n'est pas pêché pour avoir du poisson, mais pour préserver son caractère coutumier. Autre précision, la mare est formellement interdite à ceux qui portent les habits noirs. Les poissons pêchés ne sont ni vendus, ni offerts à autrui, on les consomme en famille. Ça fait partie des points sacrés de Kola. L'islam quand même a un peu détérioré pas mal de traditions. Toutes les difficultés qui se passaient dans les Bani Monotier et même à Kola, ces vieilles personnes-là venaient se confier à cette mare-là. En tout cas, nous continuons à suivre les mêmes pas de nos ancêtres. À l'issue des retrouvailles, les fils du terroir du Bani Monotier sont rentrés à la maison, réconfortés par le geste accompli pour la préservation de l'une des valeurs cardinales de la société. Après la culture, le sport, football éliminatoire mondial 2014, zone Afrique, le Mali reçoit l'Algérie dimanche prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour le compte de la 2e journée des matchs de groupe. Les Aigles du Mali préparent cet important rendez-vous à Kabala, où ils sont internés depuis plus d'une semaine. Cheikh Amadou Bari et Boubacar Traoré sont allés les voir. Le Mali et l'Algérie sont deux pays voisins, c'est vrai, mais qui ne se sont jamais rencontrés en éliminatoire du mondial, surtout que notre pays s'engage très rarement dans cette compétition. Par contre, pour l'une des rares fois que les deux pays se sont affrontés en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, cela a tourné à l'avantage des Algériens qui l'ont emporté 5-1 à Alger et retour 3-0 pour le Mali ici à Bamako. Pour le compte de cette 2e journée des éliminatoires du prochain mondial, le Mali reçoit l'Algérie, une rencontre qui se joue non pas ici à Bamako, mais plutôt à Ouagadougou en terre burkinabé. Ouais, ça c'est difficile pour nous, mais aussi pour tout le peuple malien, parce qu'ils auraient aimé voir l'équipe jouer à domicile depuis après la CAN. Mais bon, la situation actuelle a fait qu'on est obligé de jouer à l'extérieur. On va essayer de faire le maximum parce que déjà on a perdu le premier match. Et on a envie de rester sur notre lancée de la Coupe d'Afrique, même si on a perdu contre Bénin, mais bon, il reste 5 matchs. Il est primordial maintenant de gagner les prochains matchs contre l'Algérie, même si on n'aura pas l'appui de notre public. Mais on est dans l'obligation de gagner. On est tous conscients, on sait qu'on est obligé de gagner. On est obligé de gagner ces matchs-là. En perdant le premier match, on s'est mis dans l'obligation de gagner les matchs contre l'Algérie. Mais on sait aussi qu'on a la capacité de gagner contre l'Algérie, même si c'est à l'extérieur, on va faire le maximum. Contre l'Algérie, les Aigles sont revanchards si l'on sait que lors de la dernière confrontation entre les deux sélections, les Fennecs s'étaient imposés 1-0 face aux Aigles. Ce match comptait pour les éliminatoires de la phase de poule de la CAN Angola 2010. Non, revanchard non, le football, tu sais, le passé c'est le passé. On ne vit pas avec le passé dans le football. Nous, on a juste envie de gagner ces matchs-là parce qu'on est dans l'obligation de gagner en perdant le premier match. Et c'est tout simplement ça. La CAN 2010 est déjà passée. Et ça, c'est déjà oublié. On vient d'être 3e de la CAN au Gabon. Mais même ça, c'est passé. C'est vrai que les supporters, les peuples et tout ça, ils pensent à ça. Mais nous, ça, c'est fini.
Mali-Algérie. Le match est prévu dimanche 10 juin au stade de Katou de Ouagadougou, coup d'envoi 19h. Ici au centre sportif de Kabbalah, l'équipe malienne est en train de procéder à quelques petits réglages pour certainement éviter de connaître le même sort que contre le Bénin lors de la première journée où elle a été battue 1-0. L'interview de la semaine, c'est une nouvelle émission que le RTM vous propose désormais tous les jeudis soirs. Le premier numéro, c'est juste après cette édition, invité le ministre de la Justice, un entretien qui porte, entre autres, sur les suites judiciaires réservées à l'affaire de l'agression physique contre le président de la République, Dioncounda Traoré. Et cette édition s'achève. Prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne demain. 10h Sirabatili, 13h Desi Soko, et on se quitte avec ce sentiment de fraternité à l'endroit de nos compatriotes. Soyons de cœur et d'action avec les nôtres des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci et bonsoir.